Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances, que vous êtes bien reposés pour aborder cette dernière ligne droite, hein, puisque il n'y aura plus de vacances d'ici la fin de l'année, d'ici le brevet. Donc ça va être une très longue ligne droite, hein, plus de 2 mois jusqu'au mois de juin. Donc, j'espère que vous avez bien rechargé les batteries pour reprendre les chemins de l'école. Alors, une école qui est toujours virtuelle, hein, vous le voyez, on va communiquer encore plusieurs séances euh, sous forme vidéo comme on l'a fait la semaine avant les vacances. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre leçon sur la guerre froide. Alors je vous rafraîchis un petit peu la mémoire en quelques secondes, hein, sur ce qu'on avait abordé avant les vacances. Donc souvenez-vous, après 1945, donc après la Seconde Guerre mondiale, les deux alliés de cette Seconde Guerre mondiale qui s'étaient ligués contre l'Allemagne nazie, donc en l'occurrence l'URSS et les États-Unis d'Amérique, bien sûr avec l'Angleterre et la France, dans une moindre mesure pour la France, eh bien ces deux alliés principaux vont se retrouver sans ennemi commun, puisque l'Allemagne nazie a été vaincue. Et le problème, c'est que ces deux alliés étaient plutôt des alliés de circonstance, car ils n'avaient pas du tout, on l'a vu, le même modèle à la fois politique, puisque l'un est une démocratie, l'autre est une dictature, voire un régime totalitaire. Et puis, ils n'avaient pas non plus le même système économique, puisque l'un prône la liberté d'entreprendre, la propriété privée, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme, et de l'autre, on a un système communiste où tout est mis en commun avec des entreprises uniquement publiques. Donc deux ennemis idéologiques, quelque part, qui vont devenir presque des ennemis militaires, des ennemis géopolitiques, puisque chacun va essayer de se chercher, de se trouver des alliés à travers le monde et à travers évidemment un continent clé, c'est bien sûr l'Europe. Alors vous retrouvez sur la carte que vous avez ici à l'écran le monde divisé en deux blocs. Hein, deux blocs vont véritablement se former. Le bloc de l'Ouest, logiquement situé à l'Ouest sur la carte. Alors sur une carte du monde vue par les Européens, évidemment, le bloc de l'Ouest est situé à l'Ouest, mais si vous avez une représentation différente du monde, on pourrait la qualifier plutôt de bloc capitaliste, de camp capitaliste, et de l'autre côté, le bloc de l'Est, le camp plutôt communiste. Alors, une petite précision quand même, si on zoome sur la carte de l'Europe, que voilà, je ne vous l'avais pas forcément bien expliqué lors des séances précédentes, c'est pourquoi certains pays se sont retrouvés dans un camp ou dans l'autre. Alors, pour certains, c'est un choix, un véritable choix politique et économique. Hein, pour d'autres, ça va être plutôt une situation imposée. Alors imposé par qui? Notamment pour le bloc de l'Est, eh bien imposé par l'URSS. Pourquoi la Pologne, pourquoi la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie se retrouvent de fait dans le camp soviétique? Parce qu'en fait, ces pays-là, lorsqu'ils étaient occupés par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, ces pays-là ont en réalité été libérés par l'armée rouge, l'armée de l'URSS. Donc, en récompense, quelque part, Staline a voulu que ces camps basculent, que ces pays basculent dans son propre camp, donc soit sous influence soviétique et adoptent un système communiste. Ça va être le cas également de l'Allemagne, rappelez-vous, hein, et on terminera là-dessus sur ce rappel, l'Allemagne qui est le cœur, hein, quelque part le symbole même de cette division du monde, avec un pays qui est coupé en deux, avec la partie Est, qu'on va appeler un peu plus tard la RDA, réservée à des gens pro-soviétiques, pro-communistes, et à l'inverse, la partie Ouest, pro-occidentale, pro-capitaliste, donc allié des Américains, qui aura pour capitale, je ne l'ai pas précisé non plus la dernière fois, qui aura pour capitale non plus Berlin, Berlin qui elle-même est séparée, on l'avait vu, en deux zones d'influence, hein, en quatre au départ, puis deux, hein, avec Berlin-Ouest, là aussi pro-occidental, et Berlin-Est, pro-communiste. Ce ne sera pas Berlin, la capitale, bien sûr, trop éloignée, puis surtout isolée dans le camp communiste. On va se choisir une nouvelle ville qui sera la capitale allemande de l'Ouest pendant plusieurs décennies, hein, jusqu'à la réunification allemande qui date de 1989. Hein, donc on est toute fin de la guerre froide, on en reparlera. Cette ville, c'est Bonn. Bonn, c'est à peu près ici, hein, c'est au centre-ouest de l'Allemagne. Donc voilà pour ce rappel qu'on avait donc abordé lors des séances précédentes. On avait parlé notamment de la crise de Berlin, du blocus et de la construction du mur pour empêcher la fuite des gens de l'Est pour rejoindre un monde qu'ils considéraient plus libre. Alors, cette crise de Berlin,
qu'on a vue à travers le blocus et la construction du mur, n'est pas la seule crise de la guerre froide. Il y aura d'autres affrontements, d'autres oppositions idéologiques et armées également, entre les deux camps, entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, sur d'autres territoires et sur d'autres continents. C'est ce qu'on va donc aborder aujourd'hui. Donc vous allez pouvoir reprendre votre cahier et noter petit 2, les autres crises. Hein, on avait mis petit 1, Berlin, ville symbole de la guerre froide. C'est vrai que c'est peut-être le meilleur exemple de cette bipolarisation du monde, cette division du monde en deux, mais vous allez voir à travers 3 autres exemples qu'il y a également des crises très importantes, majeures, qui sont des événements marquants de cette guerre froide. Alors, pour notre cours d'aujourd'hui, habituellement, je vous donne des documents, vous avez un petit questionnaire à faire sur mon bureau numérique, et on se retrouve après pour la correction. On va procéder un petit peu différemment, on va faire une sorte de classe inversée, c'est-à-dire que je vais expliquer d'abord les éléments, je ne vais rien noter, simplement expliquer à l'oral, donc à vous d'être bien attentifs, et après, à partir de ce que j'ai dit, à partir également d'une petite vidéo que je vous diffuserai après, vous aurez à aller sur mon bureau numérique faire le questionnaire. Donc si vous voulez, là on va inverser les choses, d'abord l'explication, puis l'exercice sur mon bureau numérique. Alors on va commencer par la première de ces crises chronologiquement. On est vraiment quelques années à peine après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et on va aller sur un autre territoire, même sur un autre continent. On va aller en Asie. Vous avez ici, sous vos yeux, une carte qui représente l'Empire japonais. L'Empire japonais, vous le voyez, en 1942, c'est-à-dire en pleine Seconde Guerre mondiale. Vous vous rappelez sans doute, le Japon faisait partie de l'Axe, c'est-à-dire du camp allemand et italien, hein, cette alliance entre les Allemands, les Italiens et les Japonais qui s'opposait aux alliés américains, russes, anglais, français notamment. Et bien, le Japon, comme l'Allemagne, pendant la Seconde Guerre mondiale, avait fait la conquête d'un certain nombre de territoires. Donc en Asie de l'Est, vous le voyez, la Mandchourie, qui est une province chinoise, la Corée, la Chine, mais également des territoires qui appartenaient à des puissances européennes, donc comme la colonie française d'Indochine, comme les colonies, aujourd'hui c'est l'Indonésie, mais c'était des colonies néerlandaises, hein, Dutch en anglais, ça signifie néerlandais ou hollandais si vous préférez. Donc le Japon a fait un certain nombre de conquêtes sur ces territoires-là. Sauf que, évidemment, le Japon, vous le savez, comme l'Allemagne a été vaincu, hein, à la suite des 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Donc quel a été le sort de tous les territoires qui ont été conquis par ce pays? Certains ont pu regagner leur totale indépendance, ça a été le cas de la Chine. D'autres vont connaître des sorts un peu différents, c'est le cas de l'Indochine française qui, les Indochinois vont en tout cas profiter de cette fin de guerre pour réclamer plus de droits aux Français. Ça va déboucher sur une guerre d'indépendance, on en reparlera dans un chapitre suivant. Et puis pour d'autres pays, on va connaître un 3e sort, c'est le cas de la Corée. Vous connaissez sans doute la situation actuelle de la Corée divisée en 2. Eh bien, cette situation, en fait, découle de ce qui s'est passé juste après la Seconde Guerre mondiale, puisque la Corée va subir à peu près le même sort que l'Allemagne. Dans les premières années, vous le voyez sur cette carte, on va décider de partager la Corée en 2 zones d'occupation. Donc là, pas 4, mais 2. Au nord, ce sera la zone d'occupation soviétique, et au sud, la zone d'occupation américaine. Avec, pour ligne de séparation, on le voit que c'est très géométriquement partagé, tout simplement cette ligne respecte la ligne imaginaire du 38e parallèle. Vous savez que la Terre est séparée, en tout cas décomposée par des lignes verticales et horizontales sur tout le globe, hein, les méridiens, par exemple l'équateur ou les tropiques. Et bien là, on est sur le 38e parallèle, on a décidé symboliquement de mettre la frontière ici. Alors pourquoi la Corée est-elle partagée contrairement à d'autres pays comme la Chine ou d'autres pays d'Asie du Sud-Est? Eh bien tout simplement parce que la Corée en fait avait été une colonie de peuplement des Japonais. C'est-à-dire que les Japonais ne se contentaient pas de l'occuper, ils la peuplaient, c'est-à-dire que des gens
des Japonais, de la population, des civils, étaient venus peupler en grand nombre ce territoire comme si c'était le leur. Ce n'était pas une simple occupation militaire classique avec on pille avec des ressources et puis une occupation, un contrôle militaire des autorités locales. Non, au contraire, là, les Japonais voyaient ce territoire comme faisant partie intégrante du Japon. Donc, les Japonais, à la fin de la guerre, ont demandé aux vainqueurs, américains et russes, de s'occuper, ou plutôt de permettre aux Japonais vivant en Corée de rentrer chez eux au Japon, et ce, de manière sécurisée, sans que les Coréens s'en prennent à eux de manière violente. Donc pour ça, les Américains et les Russes se sont dit on va partager le territoire en 2 zones d'occupation. Alors, ces 2 zones étaient faites pour être temporaires. L'objectif est évidemment de redonner aux Coréens la souveraineté sur l'ensemble de leur territoire, et non pas sur une seule zone. Alors pour ça, l'ONU va organiser des élections. L'ONU, je vous rappelle, c'est l'Organisation des Nations Unies, cette immense association de pays qui s'est constituée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec notamment dans le but de lutter contre la naissance de nouveaux conflits. Sauf que ces élections vont être boudées, vont être boycottées par la partie nord, par les soviétiques, qui considèrent que ces élections ne sont pas faites dans les règles, influencent trop les candidats qui seraient trop proches des idées américaines, alors que eux soutiennent des candidats qui sont proches de leurs idées, évidemment des idées communistes. Les élections vont tout de même se dérouler uniquement au sud, et au sud, évidemment, c'est un candidat plutôt pro-américain, soutenu par les Américains, qui l'emporte. Et au sud, le candidat déclare que son pouvoir s'exerce non pas que sur la zone sud, mais sur la zone nord en intégralité. Et ça ne va pas plaire du tout aux gens du Nord, qui, de la même façon, vont former un gouvernement et déclarer que leur gouvernement est souverain sur l'ensemble du territoire. Donc on se retrouve avec des gens d'un même peuple, mais avec des idées différentes, l'un soutenu par l'URSS établi au nord, et l'autre soutenu par les Américains établis au sud, chacun souhaitant gouverner l'ensemble du pays, bien évidemment. Et bien, quand il y a ce genre de conflit idéologique, ça découle souvent, malheureusement, sur un conflit armé. C'est ce qu'on va voir à travers les cartes que vous voyez apparaître en dessous. On est en 1950, donc vous voyez, quelques années à peine après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et le Nord communiste envahit, avec l'aide non pas de soldats soviétiques, mais avec l'aide d'armements soviétiques, eh bien, le Nord va envahir le Sud. Vous le voyez ici, on voit ces soldats coréens avec, on reconnaît le drapeau nord-coréen, ici, avec un certain arsenal soviétique, notamment les fusils mitrailleurs que vous voyez ici, les grenades également, tout ça est du matériel soviétique. Donc, encore une fois, on comprend l'influence que veut mettre l'Union soviétique dans cette guerre-là. Évidemment, l'ennemi américain ne va pas être en reste. Les Américains ne veulent absolument pas que toute la péninsule coréenne devienne communiste. Donc les Américains, à leur tour, et cette fois-ci par des moyens humains, c'est-à-dire en envoyant des soldats, vous voyez, à l'automne 1950, les États-Unis et certains de leurs alliés interviennent pour aider le Sud, pour repousser, on le voyait sur la première carte, les Nord-Coréens, les Nord-communistes étaient arrivés jusqu'au Sud. Eh bien, heureusement, grâce à l'intervention des États-Unis, ils sont repoussés. On le voit ici, un soldat américain capturant de très jeunes partisans communistes. Et puis, cette guerre, eh bien, en fait, s'enlise, parce que intervient un nouvel acteur, la Chine qui, depuis quelques années, est également rentrée dans le camp communiste. Il y a eu une révolution un petit peu comme celle qui s'est passée en URSS au début du XXe siècle, en 1917. Il y a eu une révolution également en Chine. La Chine devient un allié puissant de l'URSS, un allié puissant pour la Corée du Nord. Et les Nord-Coréens peuvent à leur tour faire une contre-attaque et repousser les gens du Sud au-delà de la capitale Séoul. Quelques années s'écoulent, des millions de morts tombent. Vous le voyez, on est le 27 juillet 1953, c'est la fin de la guerre, sur un certain statu quo, puisque vous voyez la frontière définitive est quasiment la même qu'en 1950. Le Sud a gagné un tout
petit peu de territoire par rapport au nord au départ, mais on est sur un constat d'échec, puisque aucun camp n'a réussi à prendre véritablement le dessus sur l'autre, et malheureusement avec un bilan terrible de 3 millions de victimes. Alors voilà la carte actuelle de la Corée, qui est en fait celle de 1953. 3 années de guerre pour aboutir finalement à un statu quo, je vous l'ai dit, à une partition du pays. Donc c'est-à-dire que vous avez un même peuple qui vit sur ce territoire de Corée, qui va se retrouver séparé en deux, donc un même peuple avec la même langue, la même culture, mais qui va être dirigé par 2 dirigeants différents. Au nord, on a, depuis 1953, une dictature, un régime totalitaire de type communiste, vraiment très ressemblant à ce qui s'est passé en URSS. Je vous montre quelques images. Regardez une affiche de propagande pour le tout premier de ces dictateurs qui s'appelait Kim Il-sung. Kim Il-sung qui est en fait le grand-père de l'actuel dictateur Kim Jong-un. Entre-temps, il y a eu Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un. Donc c'est non seulement une dictature, mais en plus une dictature héréditaire, avec le même principe d'affiche de propagande, vous voyez, avec des gens heureux, des enfants qui font un câlin aux gentils dictateurs. Des dictateurs qui sont adulés comme des dieux. Vous voyez ici le fondateur de la dictature et son fils, donc le père de l'actuel dictateur, avec leur statut immense devant lesquels il faut évidemment s'abaisser, s'incliner respectueusement. Et à l'inverse, au sud, on a un pays qui s'est développé sur le modèle capitaliste, un petit peu comme le Japon ou bien sûr les États-Unis. Un modèle capitaliste où les marques, les entreprises sont très nombreuses. On peut en citer quelques-unes, des marques coréennes très connues. Vous connaissez sans doute Samsung, vous connaissez Hyundai, la marque de voiture. Donc c'est pas du tout un pays communiste, frère, qui fonctionne totalement différemment, et cette situation dure depuis 1953 et est une conséquence, l'un des derniers vestiges, si vous voulez, vestiges encore vivants de la guerre froide. Alors nous allons passer maintenant à une deuxième crise, un petit peu plus tardive celle-ci, elle date du début des années 60, et elle se déroule sur un autre continent, dont on n'a encore pas parlé, donc ce n'est plus l'Europe, ce n'est plus l'Asie, c'est l'Amérique. Alors en Amérique, il y a une petite exception. Vous pourrez regarder votre carte du monde qu'on avait composée en début de chapitre. Il y a une exception dans ce continent américain, c'est une île, Cuba, qui est une île qui a basculé en 1959 dans le camp communiste. Il y a eu une révolution, là aussi, on a renversé un dictateur qui avait été mis en place par les Américains, un dictateur qui était pro-capitaliste et pro-américain. Ce dictateur-là est renversé par des guerrilleros, donc qui pratiquent une guérilla dans la jungle. Vous connaissez peut-être certains de ces guerrilleros célèbres. Il y a Fidel Castro et un autre qui est devenu une icône mondiale, Che Guevara. Alors à Cuba, on fonctionne évidemment sur un système plutôt semblable à celui de l'URSS. L'URSS donc devient naturellement l'allié de Cuba et il voit notamment quelque chose d'intéressant puisque regardez, Cuba n'est qu'à quelques kilomètres, quelques centaines de kilomètres des côtes américaines. C'est-à-dire qu'on est tout proche de l'ennemi juré, l'Amérique, grâce à cet allié Cuba. Alors on est en 1962, survient alors un discours du président américain de l'époque, qui s'appelle John Fitzgerald Kennedy. On a déjà parlé de ce président, il avait notamment dénoncé la construction du mur de Berlin un an avant. Et il nous dit la chose suivante. Au cours de la semaine dernière, nous avons eu des preuves incontestables de la construction de plusieurs bases de missiles dans l'île de Cuba. Effectivement, comment a-t-il eu ces preuves-là? Eh bien par voie aérienne, c'est-à-dire que ces avions ont survolé l'île de Cuba et on a constaté ceci. On a constaté dans la jungle qu'il y avait des rampes de missiles, donc pas encore les missiles, les missiles ne sont pas encore présents, mais on a l'installation pour les faire partir, qui sont installés à Cuba. Et ça, c'est une grave menace, puisque ces missiles, je vais remonter la carte, ces missiles, regardez, ils ont un rayon d'action de plusieurs milliers de kilomètres, 2000 km 80 exactement, donc ils peuvent non seulement atteindre toutes les villes du sud des États-Unis, mais également la capitale, Washington. Alors là, c'est alerte générale du côté américain, et regardez ce que dit Kennedy.
J'ai donné des instructions pour que soient prises immédiatement les mesures initiales suivantes. Un strict blocus sera appliqué sur tout l'équipement militaire offensif soviétique à destination de Cuba. Parce qu'évidemment, ces missiles qui vont s'installer sur les rampes de missiles qui sont installées à Cuba, ces missiles, Cuba ne sait pas les fabriquer. Ces missiles vont venir du RSS par bateau. Et donc, ce que décide Kennedy, c'est tout simplement de bloquer l'accès à Cuba. Vous voyez, par bateau, on voit le blocus ici en bleu avec ces petits triangles bleus. On décide de bloquer l'accès à l'île à tous les bateaux soviétiques qui viendraient avec leurs missiles pour alimenter les rampes de lancement. Et avec une consigne très stricte, vous voyez, les États-Unis auront pour politique de considérer tout lancement d'un engin nucléaire à partir de Cuba contre une nation quelconque du continent américain comme une attaque de l'Union soviétique contre les États-Unis. Et évidemment, s'il y a attaque contre les États-Unis, il y aura évidemment une riposte à grande échelle contre l'Union soviétique. Et n'oubliez pas qu'on est à une époque où les États-Unis possèdent l'arme nucléaire. Donc vous vous rendez bien compte du danger extrême qu'a pris la guerre froide à ce moment-là. On est sur un danger imminent que tout le monde craint, que le monde entier craint. Alors je voulais vous montrer cette photographie où on voit justement le face-à-face, là, quasiment en direct. C'est un des rares moments où les deux armées sont finalement face-à-face. Elles le seront très rarement, voire jamais, sur d'autres territoires. Vous voyez ici en mer un navire soviétique et au-dessus un avion américain qui le menace. Si le bateau continue à voguer vers les eaux cubaines, eh bien l'avion n'aura comme choix de bombarder le bateau russe chargé de missiles nucléaires. Alors évidemment, les soviétiques ont connaissance de ce discours menaçant de Kennedy qui dit attention, si jamais vous apportez des missiles à Cuba, on va réagir et vous allez voir une riposte de notre part. Vous notez bien que le président soviétique ne va pas se laisser intimider comme ça. Quelques jours après, 4 jours exactement, Khrouchtchev, qui est le nouveau chef de l'Union soviétique, Staline est mort en 1953, donc on est en 62, 9 ans après, et il déclare ceci. Vous menacez de nous déclarer la guerre, mais vous savez bien que notre riposte serait aussi destructrice que votre attaque. Pourquoi dit-il cela ? Tout simplement parce que l'URSS dispose elle aussi de l'arme nucléaire. Donc c'est-à-dire que si les États-Unis décident d'attaquer l'URSS pourrait également riposter et détruire l'Amérique. Donc on est dans une situation extrêmement grave d'équilibre de la terreur à ce moment-là. Alors que va-t-il se passer ? Le monde est très inquiet. Je vous montre ici la une du quotidien L'Aurore, qui est un quotidien français, et qui titre ceci « Dramatique suspense au large de Cuba. Chargé de missiles, le cargo russe Polotovia fait route vers l'île. Et la flotte US, donc américaine, prête à l'arraisonner, c'est-à-dire prête à le stopper par tous les moyens. » Alors comment va se résoudre cette crise ? Puisque là, on est vraiment au bord, on considère, en tout cas le monde, l'opinion mondiale considère qu'on est au bord de la 3e guerre mondiale. Comment ce suspense va-t-il se terminer ? Vous voyez cette caricature qu'on peut trouver aussi à l'époque, où on voit Kennedy à droite, le président américain, face à Khrouchtchev, le dirigeant soviétique. Ils sont en train chacun de faire ce bras de fer et d'avoir le doigt tout proche d'appuyer sur la bombe atomique. Vous voyez que Khrouchtchev est assis sur une bombe américaine et inversement, Kennedy assis sur une bombe soviétique. On est à 2 doigts de faire exploser le monde. Alors heureusement, dans son courrier, Khrouchtchev tempère un petit peu les choses, essaye de calmer le jeu en disant « Nous assumons l'affrontement idéologique entre nos deux nations, c'est-à-dire nous assumons de ne pas avoir les mêmes idées que vous, mais nous sommes convaincus que cet affrontement idéologique doit rester pacifique. » Et c'est pour ça qu'on négocie, au final, on aboutit à une négociation le 26 octobre. On dit tout simplement qu'on va accepter de retirer nos armements de Cuba à condition que les Américains fassent la même chose en Turquie. Parce que les Américains avaient fait effectivement la même chose en installant des rampes de lancement de missiles en Turquie qui pouvaient, du coup, en Europe, atteindre
l'URSS. Et donc Kennedy répond le même jour, il accepte de fournir des gages contre toute invasion de l'île de Cuba. Les États-Unis n'envahiront pas Cuba, l'URSS n'apportera pas ses missiles, et le monde pousse un grand ouf de soulagement après cette crise cubaine. Alors, troisième et dernière crise que j'aimerais évoquer avec vous, après la guerre de Corée et la crise des missiles de Cuba, c'est la guerre du Vietnam. Alors, on va l'aborder un petit peu différemment. Dans le questionnaire, en fait, n'aurez pas des questions classiques. Vous aurez cette fois un texte à trous. Alors, les éléments, pour les trouver, ce ne sera pas moi qui va vous les expliquer. Ce sera à partir d'une vidéo que vous allez écouter juste après. Je vais vous la diffuser. Donc, une fois que vous avez écouté la vidéo, à partir de tout ce que je vous ai dit sur la Corée, sur Cuba, et à partir de la vidéo sur le Vietnam, vous allez donc sur mon bureau numérique, faire le questionnaire. Voilà, vous avez les questions classiques. Donc, les 7 premières questions portent sur la Corée et sur Cuba, et la 8e porte sur le Vietnam. Une fois que ce questionnaire est fait et validé, vous retournez sur la vidéo YouTube et on clôturera cette séance en notant le « je retiens ». À tout de suite. « 1954. Après 8 ans de guerre, les accords de Genève marquent la fin de la présence coloniale française en Indochine. Le Vietnam est alors divisé en deux. Au nord, la dictature communiste d'Ho Chi Minh, soutenue par l'URSS et la Chine. Au sud, le régime autoritaire de Diem, soutenu par les Américains. Rapidement, le Nord affiche sa volonté de réunifier le pays, en faisant vaciller l'autorité de Diem. Pour ce faire, il s'unit aux maquisards nationalistes du Front de libération du Sud-Vietnam, les Viet Cong. Pour assurer leur ravitaillement en armes et en munitions, l'armée populaire vietnamienne utilise un ingénieux réseau de routes secrètes taillées dans la jungle, la piste Ho Chi Minh. Au sud, la situation se dégrade rapidement. Malgré l'appui des Américains, l'autorité de Ngo Dinh Diem est largement contestée. Son peuple le déteste, ses généraux préparent son assassinat et il ne parvient pas à contrer la guérilla révolutionnaire qui s'oppose à lui. Pour Washington, la situation est très préoccupante. Nous sommes en pleine guerre froide et la Maison-Blanche redoute qu'un effet domino ne transforme l'effondrement du régime de Diem en basculement global de l'Asie du Sud-Est dans le camp communiste. En août 1964, les États-Unis prétextent une attaque nord-vietnamienne sur 2 de leurs navires pour justifier une intervention militaire. Décision est prise de mettre la pression sur le Nord-Vietnam en le bombardant massivement et d'envoyer des troupes au sol pour sécuriser le Sud. Le rouleau compresseur américain vient de se mettre en marche. En 1966, 400 000 soldats américains et 800 000 soldats sud-vietnamiens sont engagés dans de violents affrontements avec une guérilla communiste spécialisée dans le harcèlement. Face à cet ennemi insaisissable, les États-Unis s'orientent vers une guerre d'usure, basée sur la recherche et la destruction systématique de l'adversaire. Mais partout où les bombes et le napalm passent, le Viet Cong finit inlassablement par refaire surface. À mesure que le temps passe, Washington s'enlise dans un conflit d'une rare intensité. L'opinion américaine manifeste de plus en plus vigoureusement son opposition à la guerre et les combattants eux-mêmes commencent à douter du bien fondé de leur présence au Vietnam. En 1967, les États-Unis enregistrent 15 000 morts et 100 000 blessés. Le 31 janvier 1968, jour du Tet, c'est-à-dire du Nouvel An lunaire, et l'armée populaire vietnamienne lancent une attaque surprise d'envergure contre plus de 100 villes du Sud-Vietnam. Bien que les assaillants soient repoussés dans les jours qui suivent, leur victoire sur le plan médiatique est éclatante. Aux États-Unis, l'annonce de l'offensive du Tet fait l'effet d'une véritable bombe. La guerre du Vietnam devient un sujet de profonde discorde au sein de la société américaine. Les mouvements d'opposition au conflit prennent une ampleur considérable et ne cessent de se renforcer à mesure que le nombre de soldats tués augmente. En 1970, les tensions sociales sont à leur paroxysme,
notamment en raison du massacre de 4 jeunes manifestants par la garde nationale. La Maison-Blanche est au pied du mur et Nixon s'engage à rapatrier progressivement ses troupes tout en préparant les Sud-Vietnamiens à prendre la relève. Les opérations militaires américaines vont néanmoins se poursuivre jusqu'à la signature des accords de Paris en janvier 1973. 2 mois plus tard, les derniers GIs rentrent enfin chez eux. Les Sud-Vietnamiens ne disposent plus que d'un soutien logistique de la part des États-Unis et doivent maintenant affronter leur ennemi seuls. Le conflit opposant les 2 Vietnams se prolonge encore pendant 2 ans et le Sud ne fera pas le poids. En avril 1975, les communistes entrent victorieux dans Saigon et prennent le contrôle de tout le pays. La guerre du Vietnam est à présent terminée. Elle aura fait 3 millions de morts, dont 2 millions de civils. Voilà, on se retrouve après votre questionnaire pour noter quelques lignes de je retiens, évidemment, puisque vous devez quand même avoir une trace écrite dans votre cahier, hein, le questionnaire me permettant surtout de voir qui fait le travail et comment surtout. Alors, vous pouvez noter, hein, après avoir noté dans votre cahier petit 2 les autres crises, vous pouvez noter, je retiens, d'autres crises graves, vous le voyez, hein, vont survenir également en dehors de l'Europe. Il n'y a pas que l'Allemagne, il n'y a pas que Berlin, il y en a d'autres. À commencer chronologiquement par la guerre de Corée, entre 1950 et 1953. Alors, qu'est-ce qui se passe en Corée? Je vous l'ai dit, c'est une ancienne colonie japonaise. La Corée va être ensuite divisée, juste après la Seconde Guerre mondiale, en 2 nouveaux États qui n'arrivent pas à s'entendre hein, pour gouverner l'intégralité du territoire. La partie nord est plutôt pro-communiste, la partie sud beaucoup plus proche des Américains. Et ça, évidemment, ça va entraîner une guerre, puisqu'en 1950, le Nord, qui est soutenu militairement, notamment par des livraisons d'armes de l'URSS et de la Chine, va attaquer le Sud pour essayer de réunifier par la force le pays. Les États-Unis et ses alliés, leurs alliés, vont intervenir militairement. Et puis, on arrive à un statu quo, puisque après 3 ans de guerre et 3 millions de morts, encore aujourd'hui, vous le savez sans doute, que la Corée du Nord est un pays divisé. La Corée, est un pays divisé entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Voilà, donc n'hésitez pas à faire pause pour avoir le temps de tout noter. Je passe à la suite avec la crise de Cuba. La crise de Cuba, en fait, c'est quelques jours. Ça se déroule en octobre 1962. Ça commence en fait avec la découverte par les avions américains sur l'île de Cuba, qui est devenue une île pro-communiste, hein, avec le gouvernement de Fidel Castro et de Che Guevara, l'existence en fait de bases de lancement, des rampes de lancement pour des missiles qui peuvent menacer les États-Unis, puisqu'ils peuvent même atteindre, on l'avait vu, Washington. Ces missiles sont produits par les soviétiques, c'est pour ça que le président Kennedy va réagir, va menacer les Russes directement hein, par un discours très célèbre et va réaliser un blocus de l'île, donc va empêcher toute sortie et toute entrée surtout de missiles sur l'île de Cuba. Alors, je vous l'ai expliqué, hein, on était au bord d'une troisième guerre mondiale, d'une guerre nucléaire, puisque les deux puissances se menaçant elles-mêmes d'une riposte évidemment nucléaire. Alors heureusement, des négociations un peu plus sérieuses vont aboutir entre Kennedy et le nouveau dirigeant soviétique Khrouchtchev, et on aboutit heureusement à une sortie de crise, mais on était tout proche d'une guerre nucléaire, d'une troisième guerre mondiale. Alors la dernière de ces crises, c'est la guerre du Vietnam. Vous l'avez vu à partir de la vidéo, une guerre qui s'étale pendant 11 longues années, hein, entre 1964 et 1975. Alors, vous aviez à remplir un texte à trous, je vous l'affiche cette fois complété, à partir des mots en gras que vous avez ici, que vous deviez remplir. Donc effectivement, le Vietnam, c'est une ancienne colonie française, hein, elle faisait partie de cette colonie d'Indochine avec le Laos et le Cambodge. C'est un pays qui s'est battu pour son indépendance, qui l'obtient finalement en 1954, mais ce n'est pas la fin de la guerre, puisque ce pays, comme la Corée, comme l'Allemagne, va se retrouver divisé entre deux régimes, un régime communiste au nord et un régime capitaliste et pro-américain au sud. Le nord
souhaite réunifier l'ensemble des deux pays en un seul, évidemment, et pour ça va mener des opérations de guérilla. Je vous rappelle, ce sont des opérations comme les menaient les résistants en France face à l'Allemagne nazie, comme l'ont mené les Cubains qui ont renversé le gouvernement de Cuba en 1959. La guérilla, c'est une des opérations militaires soudaines, rapides, qui demande une bonne maîtrise, une bonne connaissance du terrain, et c'est la seule solution face à des armées très puissantes, très bien organisées comme l'armée américaine, puisque les Américains, en 1964, entrent dans le conflit pour aider le Sud, mais vont s'enliser, vont perdre beaucoup d'hommes, ce qui va finalement avoir des effets néfastes sur l'opinion américaine. C'est le début des mouvements hippies, peace and love, vous avez vu, make peace, not war, make love, not war. Effectivement, on réclame la fin de l'intervention américaine qui va se produire finalement en 1973. La guerre, elle, se poursuit encore quelques mois, quelques années, en 1975. Elle se termine avec la victoire du Nord et un pays réunifié. Donc oui, une situation de départ proche de la Corée et finalement une situation qui a débouché sur la réunification du pays, contrairement à ce qui se passe encore en Corée aujourd'hui. Alors après avoir noté le je retiens, j'ai peut-être été un peu vite, mais n'hésitez pas à faire pause pour noter. Vous reprenez la carte et il ne nous reste plus que la troisième partie de la légende qui correspond en fait à une frise chronologique avec les 6 lettres de A à F qu'on retrouve sur la carte, vous les avez sur votre carte à vous, qui correspondent aux principales crises de la guerre froide. La F, on la laissera pour l'instant, on ne sait pas encore ce que c'est, on sait que c'est en Allemagne puisqu'on voit la lettre F ici à Berlin, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Donc je zoome et vous n'avez plus qu'à compléter. Donc 48-49, c'est le blocus de Berlin, qui est un échec pour l'URSS. 50-53, c'est la guerre de Corée qu'on a abordée aujourd'hui. 1961, c'est la construction du mur de Berlin. 1962, on en a parlé un instant, c'est la crise de Cuba. Et enfin, 63-75, j'aurais même dû mettre 64, il y a une petite erreur, vous corrigerez sur cette frise chronologique, 64-75, la guerre du Vietnam. Alors on va conclure cette dernière partie. Je vais essayer de faire vite parce que c'est vrai que la vidéo est un petit peu longue aujourd'hui. On conclut ce grand 2 en fait sur les crises de la guerre froide et sur les affrontements notamment militaires, notamment à travers ce tableau qui vous montre en quoi la guerre froide a été finalement une course folle aux armements nucléaires avec les deux grandes puissances, les États-Unis et l'URSS, qui se sont armés, qui sont dotés d'un véritable arsenal nucléaire sous toutes ses formes, des bombes qu'on peut évidemment bombarder par avion, larguer par avion, des sous-marins, des missiles balistiques, c'est-à-dire des missiles qui peuvent partir du sol et atteindre une certaine distance très longue. Là, on vous parle de moyenne portée, mais c'est déjà très long, notamment les missiles qui devaient être installés à Cuba, et même des missiles intercontinentaux, donc qui peuvent passer de l'Europe à l'Amérique, par exemple. Alors pourquoi s'arme-t-on? Parce que on craint une attaque de l'adversaire, donc on se dit il faut absolument être capable de répliquer et de répliquer plus fort. Donc vous voyez qu'à chaque fois, les États-Unis ont un petit temps d'avance. Vous voyez, au moment où ils se sont dotés, les dates correspondent à l'année où ils se sont dotés de cela. Et vous avez le bilan au final, nombre total de charges nucléaires, donc de missiles nucléaires. Les États-Unis sont en avance, mais cette avance-là, ils n'en profiteront pas. Ils n'en profiteront pas tout simplement parce qu'ils n'attaqueront jamais directement l'URSS et l'URSS non plus. Alors, vous allez me dire, on était tout proche d'une guerre nucléaire au moment de Cuba, effectivement. On l'avait illustré à l'époque par ce genre de dessin. Vous voyez ici, c'est un dessin qui incarne bien ce que c'est que la guerre froide. La guerre froide, ça a été une période de tension, mais jamais de guerre ouverte entre les deux pays. Vous voyez ici, on a cette bombe atomique qui est un peu le point d'équilibre entre un monde sous contrôle et un monde qui est proche de sa destruction. Et finalement, ce missile nucléaire restera toujours en équilibre. Pourquoi? Pourquoi l'URSS ou pourquoi l'Amérique n'a jamais attaqué son ennemi? Eh bien, on peut le comprendre à travers ce dernier dessin, cette dernière caricature. Vous voyez ici les deux camps qui pourtant bénéficient d'un immense arsenal nucléaire derrière eux, mais qui s'attaquent avec des flèches. Donc pas très dangereux. Alors, vous notez bien qu'on ne s'attaquait pas avec des flèches, c'est une image, c'est une caricature, qui veut simplement signifier que malgré un armement très puissant, les deux pays ne se sont jamais attaqués véritablement militairement en causant des nombreux dégâts. Pourquoi?
Eh bien, c'est le message qu'il y a sur les bombes qui peut nous l'indiquer. On vous dit ceci, à ne jamais, en aucun cas à utiliser, parce que l'ennemi pourrait répliquer. En fait, c'est ça. C'est que l'avantage que vous pourriez tirer d'une attaque sur votre ennemi, vous le perdiez très rapidement car votre ennemi, il est en capacité de répliquer. Les Russes se sont très vite dotés des bombes similaires aux Américains. Donc si les Américains décidaient par un avion de bombarder l'URSS pouvait très bien, par un sous-marin nucléaire, bombarder et répliquer sur les États-Unis. Donc si les États-Unis ne veulent pas voir leur territoire détruit, ils n'avaient en aucun cas intérêt d'attaquer l'URSS. Donc on reste dans cette menace constante, dans cette espèce d'équilibre de la terreur, mais on n'arrivera jamais à une guerre ouverte. C'est pour ça qu'on parle de guerre froide. Donc ce bilan, on va le noter et on va conclure là-dessus. Donc bilan des crises. Durant la guerre froide, les deux superpuissances, donc URSS et États-Unis, mènent une véritable course à l'armement. Cependant, par crainte d'un conflit nucléaire qui pourrait être destructeur, ils ne s'affronteront jamais directement, mais vous voyez, par des pays interposés. On prend position, on va soit carrément, comme les États-Unis l'ont fait, amener des troupes au sol pour aider les Vietnamiens du Sud ou les Sud-Coréens. Les Russes vont par exemple apporter du matériel militaire. Ils interviendront, eux, militairement dans un seul pays véritablement lors de cette guerre froide. Ça va être en Afghanistan. Ils interviendront aussi en Europe, il ne faut pas l'oublier, mais en dehors de l'Europe, ils interviendront notamment en Afghanistan. Là, on est dans les années 80. Mais je ne veux pas vous en parler, on a déjà abordé assez d'exemples. Voilà, la conclusion est donc terminée. Vous pouvez noter la définition de guerre froide. Donc c'est une période de tension qui dure de 47 à 91, tension et rivalité, mais qui ne débouchera jamais sur un conflit armé direct. On en a terminé pour cette leçon d'aujourd'hui, un petit peu plus longue que les autres. La prochaine, ce sera plutôt en fin de semaine. Elle sera un peu plus courte et elle abordera d'autres affrontements qui ne seront pas militaires cette fois. Ils aborderont les affrontements entre les soviétiques et les américains sur le plan de la culture et sur le plan de l'opinion. On cherchera à convaincre que son modèle est le meilleur. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.